Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette quatrième séance du séminaire du charisme. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Dominique Pasquier. Dominique Pasquier qui est sociologue, qui est directrice de recherche au CNRS, enseignante et chercheuse à Télécom Paris Tech, notamment connue pour ses travaux sur les questions de réception des médias et des œuvres de culture populaire et ses travaux sur les usages du numérique, notamment dans les classes populaires également. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui, puisqu'elle intervient à propos de son livre L'Internet des familles modestes, enquête dans la France rurale, qui est paru en 2018 aux Presses des Mines, et dont l'un des nombreux intérêts est, comme tu le dis Dominique en introduction, de se focaliser sur des populations auxquelles on s'intéresse peu dans la recherche sur le numérique, puisque généralement les chercheurs et chercheuses ont tendance à se concentrer sur les usages avancés qui sont généralement souvent ceux des plus jeunes ou des plus diplômés. Et donc cet ouvrage qui rend compte d'une enquête à partir de nombreux entretiens, une cinquantaine d'entretiens et d'analyses de contenu, notamment sur Facebook. Et puis, tu nous diras aussi quelques mots du numéro de réseau que tu as coordonné l'année dernière sur les cultures juvéniles en ligne, qui va aussi, comme d'ailleurs l'ouvrage L'Internet des familles modestes, à l'encontre d'un certain nombre d'idées reçues sur le sujet. Mais ça, c'est toujours le grand intérêt de la sociologie des usages, de nous montrer que on a beaucoup d'idées reçues sur les usages du numérique et que dans la pratique, ça ne se passe pas toujours comme ça. Bien, sans plus tarder, je te laisse la parole. Et puis après, pour environ 45 minutes, et puis après, je lancerai la discussion et on aura une discussion avec tous les participants et participantes. Et au nom de Lucie et moi, en tout cas, Dominique, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Ben, c'est moi qui vous remercie. C'est très sympa d'avoir cet échange avec vous. Et donc, je me lance. Alors, le livre dont je vais surtout parler, je parlerai un petit peu à la fin d'un article, en fait, du dossier de réseau sur les cultures juvéniles à l'ère numérique, et donc parti, comme le disait Romain, de ce constat, hein, qui était assez évident à l'époque. Beaucoup de travaux sur le numérique, très peu ou pratiquement rien. Si, il y avait Grandjean un petit peu qui avait commencé à défricher la question, mais très peu de choses sur les classes populaires. Or, il était évident que la démocratisation d'Internet, elle remontait à une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'on voit les chiffres du Crédoc, on était passé de 30% de connexion à domicile en 2006 à 85% chez les employés, chez les ouvriers, et à 93% chez les employés en 2016. Donc, ce rattrapage, entre guillemets, il s'est opéré à la faveur du smartphone, des offres illimitées, puisqu'avant, dans des enquêtes précédentes, j'avais pu constater que le problème du coût et de l'ordinateur était un obstacle majeur à l'insertion, à l'appropriation d'Internet dans les classes populaires. Alors, je suis partie avec une double question de recherche et je ne sais pas si j'ai complètement réussi dans l'ouvrage à répondre à cette double question. C'était à la fois comprendre qu'est-ce qui se passe quand c'est une technologie qui a été inventée par des diplômés, qui est très fondée sur l'écrit, arrive dans des milieux qui sont non diplômés et qui ont un certain nombre d'obstacles dans leur rapport à l'écrit. Et puis la deuxième question, qui peut-être est moins résolue à travers cette enquête, c'est à quel point cette technologie accompagne ou n'accompagne pas les transformations des classes populaires aujourd'hui en France. Donc, on est parti de ça. Bon, ben ça, on vient d'en parler. Un déséquilibre très net des travaux sur les pratiques digitales. Et mon idée de départ, c'était de m'éloigner complètement du raisonnement en termes de fracture numérique ou d'inégalité face au numérique, mais plutôt de raisonner en termes d'appropriation différenciée, en me disant que ce qui était des non-usages pouvait dire quelque chose des usages, en fait. Et je suis partie avec une problématique très hogarthienne
je suis une fan d'Hogarth. J'ai été biberonnée par Passeron et Hogarth, pour moi, reste un auteur qui m'inspire très régulièrement. Et en fait, ce que Hogarth montrait à travers son ouvrage le plus célèbre, La culture du pauvre, c'était la relation des classes populaires anglaises de l'après-guerre aux médias et surtout à la presse et à la radio à l'époque, puisque la télévision était pratiquement inexistante, même il en a parlé plus tard. Et Passeron, relisant Hogarth, avait beaucoup insisté sur le fait que tout ce qui était culture et communication ne pouvait pas être dissocié des conditions sociales dans lesquelles l'appropriation s'accomplissait. Et il parlait d'éthos qui caractérise en propre un groupe social. Et ça, euh, quel est cet ethos? Je n'avais jamais mené de travaux directement sur les classes populaires, si ce n'est au détour de l'enquête sur la réception d'Hélène et les garçons, où il y avait dans les courriers de fans une forte, une quasi-exclusivité de courriers envoyés par des jeunes enfants issus de milieux populaires et ruraux. Donc je suis partie des travaux qui existaient, Bernard Lahire, un livre que j'aime beaucoup, La raison des plus faibles, qui montre à la fois la dévalorisation de la communication écrite et la valorisation du face-à-face dans les milieux populaires, qui parle aussi beaucoup de la valorisation des savoirs éthico-pratiques et qui parle aussi des difficultés dans le rapport à l'écrit. Bien sûr, un deuxième ouvrage d'Olivier Schwartz, Le monde privé des ouvriers, qui est un grand livre, je trouve, qui montrait, donc l'enquête, elle est plutôt menée au début des années 80, même si le livre a été publié en 90, sur une population de mineurs dans le nord de la France, qui montrait qu'il y avait une forte priorité des logiques familiales et conjugales dans l'économie relationnelle. Donc, on restait sur un modèle qui avait été très, très étudié par l'anthropologie anglaise des années 50, Hogarth, Wilmot, Young, etc., Bott. Et donc, on voyait que dans les années 80, on restait sur un modèle assez proche de celui qu'avait pu décrire Hogarth, étanchéité des frontières entre univers professionnel et univers privé, très nette division des rôles hommes-femmes dans les couples. Et puis, bon, peut-être, mais comme je parlerai assez peu de la dimension rurale, aujourd'hui, j'ai fait des choix, donc je ne présenterai pas tout. Le travail de Rétière sur l'autochtonie comme capital social populaire, c'est-à-dire des ressources relationnelles qui sont puisées dans l'organisation des sociabilités locales qui se créent autour de certaines activités. Donc, c'était un peu ça, ces influences. C'était Hogarth au départ, avec l'idée que on pouvait en prendre et en laisser, on pouvait avoir un rapport oblique aux nouvelles technologies de communication. Et puis la question, c'est de savoir est-ce que les valeurs de ces classes populaires telles qu'elles avaient pu être étudiées par des chercheurs qui avaient consacré toute leur vie en général, est-ce que ces valeurs étaient ébranlées par l'arrivée d'Internet dans les foyers? Donc l'enquête, je l'ai menée de deux façons. J'ai commencé en faisant des entretiens de façon très classique. Et comme je souhaitais travailler en milieu rural, puisque une des dimensions du déséquilibre des productions de recherche, c'était aussi beaucoup d'urbain et très, très, très peu d'enquête en milieu rural. En milieu rural, c'est compliqué. Il n'y a pas de, il y a pas beaucoup d'ouvriers, il y a beaucoup de professionnels du service à la personne, à la fois des personnes qui travaillent dans les maisons de retraite, des aides-soignantes ou dans les hôpitaux, et puis surtout ce gros secteur d'emploi à la campagne qui est l'auxiliaire de vie dans le cadre de l'aide à domicile en milieu rural. Donc je suis tombée sur cette population-là en essayant de recruter des individus non diplômés, habitant dans des secteurs ruraux ou semi-ruraux, mais en tout cas à l'écart des grandes agglomérations et de leur périphérie. Du coup, j'ai eu beaucoup de femmes. C'est logique, ce sont des métiers extraordinairement féminisés. J'ai 43 femmes, 7 hommes. C'est un vrai biais. Il y en a 2 sur 50 qui ont un niveau bac. Tous les autres ont en général un CAP ou rien. Et ce sont des familles installées
je voulais travailler sur des adultes, peut-être parce que j'avais travaillé pendant très longtemps sur les jeunes et que j'avais l'impression qu'il y avait un décalage d'âge entre l'enquêtrice et les interviewés qui finissaient par poser problème. Donc, des adultes avec des enfants qui habitaient dans des communes rurales, dans 3 régions. Je suis remontée par des réseaux amicaux de gens qui étaient nés dans ces régions et qui m'avaient ouvert leur carnet d'adresses pour remonter obtenir des entretiens. Et puis j'ai eu cette chance, dès le premier entretien, j'avais demandé à l'interviewé si je pouvais regarder son compte Facebook, et je me suis aperçue que c'était presque une demande obscène, et demander d'être amie sur son compte, c'était une demande déplacée. Donc j'avais laissé tomber cette piste en me disant c'est dommage, je suis sûre que ça serait intéressant. En revanche, il y avait cette enquête qui était menée en parallèle, à la même période que moi, qui était une autre enquête ANR, qui était dirigée par Camille Roth et Dominique Cardon, et qui était une grosse enquête sur les réseaux sur Facebook qui s'appelait Algopol. Et dans cette enquête, il y avait un petit nombre, hein, ils ont aspiré les comptes Facebook de 15 000 personnes, et il y a 600 personnes qui répondent aux catégories ouvriers ou employés des services à la personne. Donc, c'est très, très sous-représenté dans cette enquête qui a fonctionné par recrutement en boule de neige, donc c'est logique. Mais ça a été formidable pour moi parce que j'avais une extraction de tous les posts placés sur les murs des comptes Facebook, et je suis partie des individus, et j'ai donc pris ceux qui se déclaraient dans le questionnaire d'engagement à l'enquête, soit ouvriers, soit employés des services à la personne, et j'ai enlevé tous ceux qui étaient dans des contextes urbains, et il m'est resté en gros 60 personnes, et sur les 60, il y en avait 20 qui étaient un peu des faux comptes, des faux nez, etc. Et donc, j'ai travaillé sur 46 comptes finalement, 25 hommes. Là, c'était une chance pour moi parce qu'il y avait des hommes que je n'avais pas dans la première partie de l'enquête, et puis 21 femmes. Et le profil que j'avais recherché était le plus proche possible des interviewés que j'avais déjà rencontrés et que je continuais à interviewer, c'est-à-dire des individus âgés de 30 à 50 ans vivant dans des communes rurales. Donc, ces deux matériaux qui ne sont pas liés, puisque ce n'est pas les comptes Facebook de ceux que j'ai rencontrés, ce n'était pas possible d'avoir ce matériau-là, et ce sont des comptes Facebook de gens que je n'avais pas le droit de rencontrer, puisque la base de données Algopol était bien sûr anonymisée. Donc, vous le verrez dans la présentation, il y a des choses qui viennent des entretiens, il y a des choses qui viennent des comptes Facebook. Quelquefois, par exemple, sur la question de la famille, il y a des choses qui viennent des deux matériaux, mais assez souvent, par exemple, tout le rapport aux politiques, absolument pas abordé dans les entretiens, il vient des comptes Facebook. Il y a donc, c'est des matériaux qui ouvrent sur des pistes assez différentes en général, sauf sur la question familiale. Donc, j'ai choisi de présenter juste 3 choses, parce que ça me semble assez compliqué, c'est mieux d'essayer de rentrer dans quelque chose de plus longuement que de survoler l'ensemble du livre. Et même, c'est vrai qu'après avoir fini l'enquête, je regrettais de ne pas avoir été plus pointue en fait, dans ma démarche, en me focalisant sur certaines thématiques. Mais bon, on s'aperçoit toujours de ça après la fin des travaux. Donc, je vais parler dans un premier temps de la relation à l'écrit, qui me semble être quelque chose de fondamental et qui mérite d'être beaucoup plus travaillé que je n'ai pu le faire, et qui me semble expliquer beaucoup de choses de ce qui se passe autour d'Internet aujourd'hui. Je parlerai dans un deuxième temps de ce qu'on a appelé le familialisme, hein, c'est-à-dire vraiment, j'en donnerai une définition telle qu'il a été objectivé autour des travaux en anthropologie anglaise des années 50 et 60, et puis reformalisé par Schwartz dans son enquête sur des années 80. Ce familialisme, qu'est-ce qui se passe quand il rencontre Internet? Et je finirai sur le rapport aux politiques, puisque je pense que c'est une dimension importante qui est apparue dans les comptes Facebook, là, pour le coup, puisque ça n'a pas du tout pu être abordé dans les entretiens. Alors, la relation à l'écrit. Tout d'abord,
je parle du fait que Internet, ça a été conçu par des individus très diplômés. C'est un média qui est fondé sur l'ordinateur et sur l'écrit. Or là, très vite, il est apparu que l'appropriation d'Internet chez les derniers arrivants dans le monde digital n'était pas du tout cet Internet-là, c'était un Internet tactile qui passait par des smartphones et en partie par des tablettes, mais surtout par des smartphones. Et ce qui s'explique assez bien, on le voyait assez bien dans les entretiens, on a une population qui n'a pas d'usage professionnel de l'ordinateur dans sa vie de travail, sauf des tout petits logiciels très très simples, Easy Soin, etc., de suivi des personnes. Mais donc l'ordinateur reste un objet très étranger. Et le système clavier-souris ne passe pas. Ce qui pose énormément de problèmes du côté de la dématérialisation administrative, mais je ne vais pas en parler, mais c'est vrai que ça explique beaucoup de choses dans la difficulté à ce que ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui dépendent le plus de l'aide sociale, soient autant exclus de la possibilité de l'interface avec l'administration de façon dématérialisée, ce qui supposerait en fait un équipement de type différent. J'ai pu repérer 3 stratégies d'évitement de l'écrit qui sont assez nettes. La première stratégie, et là je me suis beaucoup servi des travaux qu'avait fait Valérie Baudouin de façon très précoce, c'est 2002, où elle montrait dans une enquête qui avait valeur statistique que plus les individus étaient moins les individus étaient diplômés, plus ils avaient recours à des dispositifs de communication les moins formels possibles et les moins pérennes. C'est-à-dire l'histoire de l'écrit qu'il faut travailler et qui va se garder comme écrit, c'était quelque chose qui était évité. Ça se traduit concrètement dans l'enquête que j'ai faite, beaucoup de textos et très 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 peu d'usage du mail, et en tout cas pas d'usage du mail comme outil de communication interpersonnelle, alors qu'ils sont bien obligés d'avoir une adresse mail pour faire des achats sur Internet, pour correspondre avec l'administration, mais le mail ne fait pas partie de l'univers quotidien. Alors que le texto est très, très utilisé. On va plus facilement sur des chats que sur des forums parce que les forums demandent un certain niveau d'écriture. On utilise Facebook et absolument pas Twitter. Je n'ai pas eu un seul interviewé qui utilisait Twitter, et c'est évidemment, à mon sens, lié aux règles d'écriture particulières que demande Twitter. Et ce que j'ai pu observer aussi, c'est que comme la base de données Algopol, il y avait 15 000 personnes, il y avait une foule de cadres supérieurs, de professions intellectuelles, etc. Et donc, j'ai jeté un œil dans 6 comptes qui étaient des comptes d'individus clairement diplômés. Et c'est là où on voit l'énorme différence d'appropriation du même dispositif, à savoir Facebook, dans le rapport à l'écrit. C'est-à-dire que dans les 6 comptes de cadres supérieurs ou d'enseignants, tous les liens partagés concernaient des textes écrits et pas des images, et je reviendrai là-dessus. Il y avait des longs messages. On ne parlait pas du tout de sa vie personnelle, on parlait beaucoup plus de sa vie professionnelle. Donc on voyait très bien que ce même dispositif Facebook, dans la même base de données, était approprié d'une façon très différente, avec cet évitement de l'écrit à l'intérieur du dispositif du côté des classes des individus non diplômés. La deuxième stratégie que je pouvais remarquer, qui m'a sauté aux yeux dès que j'ai ouvert le premier compte Facebook, c'est l'importance des liens partagés. Et ces liens partagés sont des panneaux ou des images. Alors, il y a du texte, mais je vais vous montrer des exemples. Il y a du texte, mais en fait, ce sont des textes qui sont pris en tant que panneaux, qui sont déjà écrits. Le texte, ce n'est pas les interviewés, ce n'est pas les titulaires des comptes qui écrivent les textes. Les messages qu'ils envoient sur leur mur, les posts, sont en général très brefs, très peu orthographiés.
Et il y a énormément d'usage de la photo et de la vidéo. Alors, je ne pouvais pas ouvrir les photos personnelles ni les vidéos personnelles. Je n'avais pas accès aux messages privés non plus. Hein. J'avais juste accès à ce qui était sur le mur. Et ça a été confirmé quand l'enquête à Algopol a été un petit peu traitée ensuite, notamment dans un article de la revue Sociologie, que je cite, là, Bastard et Hall, en 2017, où on voyait que les individus les moins, les ouvriers et les employés dans l'enquête à Algopol étaient sur un profil très particulier qu'ils ont appelé le profil du partageur, qui sont un profil qui va chercher des contenus sur Internet et notamment sur Facebook et qui introduit dans le réseau Facebook des contenus qui ont été découverts ailleurs. Donc, il y a énormément, dans les premiers entretiens, j'ai entendu parler pour la première fois, moi je ne connaissais pas ce terme, des citations. Et les citations, je ne savais pas ce que c'était. Et en fait, ce sont des panneaux qui sont trouvés en ligne et qui sont des phrases sur la vie. Et puis, il y a beaucoup d'images, des caricatures. Donc, en fait, on a, je vais montrer les 4 types d'images que j'ai pu repérer dans les liens partagés. Et ça, c'est ce que les interviewés appellent des citations, c'est-à-dire en fait des phrases trouvées en ligne. Le panneau est coupé, je ne sais pas ce qui se passe, mais qui sont des phrases, j'y reviendrai, qui sont des phrases sur qu'est-ce que c'est la bonne personne, qu'est-ce que c'est la bonne vie, et qui se terminent toujours par cette injonction à la circulation du panneau. Il y a énormément de panneaux sur la famille, et j'y reviendrai aussi parce que on voit bien que Facebook est une espèce de support d'expression et presque de glorification du lien familial. Donc là, c'est un panneau sur la sœur, mais enfin l'amour de la sœur, mais la grande majorité des panneaux parlent de l'amour de la mère. Il y a des panneaux sur la politique qui sont en général des caricatures trouvées en ligne qui circulent, donc de celle-ci par exemple. Et il y a, c'est en ordre de décroissance, disons que ce qui est le plus fréquent, c'est les citations et les panneaux sur la famille. Et puis ensuite, il y a ces caricatures politiques sur certains comptes, et plutôt des comptes masculins. Et il y a enfin, sur les comptes féminins comme masculins, mais pas tous, des panneaux qui parlent des problèmes du couple, notamment autour de la question de la sexualité conjugale, euh, qui sont, j'y reviendrai aussi parce que c'est intéressant de voir que s'il s'agit d'un compte féminin ou d'un compte masculin, on ne va pas tomber sur le même type de panneau. Alors moi, j'avais 46 personnes qui étaient sorties de la base uniquement sur leur profil. 30-50 ans, commune rurale, déclarant la profession soit d'ouvrier, soit d'employé des services. Et aucune de ces personnes ne se connaissait. J'ai fait une carte des 46, ils sont partout en France, ils n'ont aucun lien entre eux. Ce qu'il y a, c'est que le lien que je peux faire entre eux, c'est la circulation de ces images que j'ai retrouvées souvent d'un compte à l'autre. Ça veut dire que ça circule. L'injonction à circuler figure dans les panneaux, mais elle fonctionne vraiment, puisque je suis assez souvent tombée sur des panneaux que j'avais déjà vus dans un autre compte. La troisième stratégie d'évitement de l'écrit, c'est une stratégie de reprise, de plagiat, mais de plagiat accepté. Là, je vous en donne un exemple. C'est donc un échange sur un compte Facebook d'un ouvrier qui met cette phrase la vitesse de la lumière est plus rapide que celle du son, certains ont l'air brillants avant d'avoir l'air con. Et les réponses qu'il reçoit, c'est magnifique, je te la pique, piquez aussi, mort de rire, moi aussi je pique. Puis alors là, il y a cette phrase sur l'orthographe, et il y en a eu pas mal comme ça. Merde, je vais me faire engueuler, je l'ai copié-collé, etc., etc. Donc on voit que c'est une stratégie admise. Ce qu'on reçoit, si on trouve ça bien, on le fait circuler. Donc c'est une manière de mettre un écrit neutre, puisé en ligne, comme écrit commun dans un système d'amis Facebook. Deuxième point, le familialisme. Alors ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui répond peut-être plus
à la deuxième partie de la question que je me posais au départ, c'est-à-dire en quoi Internet accompagne ou pas les transformations des classes populaires. Euh, les bases du familialisme telles que elles ont été vraiment très bien travaillées par tous ces travaux anglais des années 50, c'est en gros une définition possible, c'est l'idée qu'il y a une quasi-exclusivité de la famille dans l'économie relationnelle et une grande priorité qui est donnée à la cohésion du collectif familial sur les aspirations individuelles. Donc, on trouve chez Hogarth, chez Young et Wilmot, dans le livre de Bott. On le retrouve chez Bidart aussi, dans son livre sur l'amitié, où on voit très bien que cette idée de la famille comme étant le cercle le plus proche dans l'entourage reste très fort. Et puis, Schwartz l'a beaucoup détaillé, une des bases du familialisme, elle repose sur cette stricte division des rôles genrés, avec l'idée que les hommes et femmes ont des rôles complémentaires, euh, non substituables. Donc ça, c'est très, très développé dans l'ouvrage de Schwartz, Le monde privé des ouvriers, où presque on a l'impression d'être dans un monde extraordinairement rétrograde dans les années 80, mais qui semble être vraiment le monde qu'il a pu observer dans des familles de mineurs et qui a basculé très peu de temps après, parce que je vais beaucoup reparler des travaux de Schwartz ensuite. Les transformations du familialisme, il y en a eu bien sûr entre l'après-guerre, les années 80, et il y a il y a eu des facteurs de transformation très importants. C'est qu'on a assisté à une forte tertiarisation des emplois non qualifiés, donc un déclin du monde ouvrier au profit d'un monde employé qui va devenir partie de ce monde populaire dans des proportions beaucoup plus importantes. Il y a eu la démocratisation scolaire, et même on peut parler de massification scolaire. Et du coup, sachant qu'il y a ce différentiel de réussite garçon-fille à l'école qui est au bénéfice des filles, il y a eu une entrée massive des femmes de milieux populaires sur le marché du travail. Et sur un marché du travail qui était dans le monde des employés. Et donc, ce que Schwartz explique bien dans un long article de 2011 dont je vous conseille la lecture dans La vie des idées, qui était tiré de son habilitation à diriger des recherches, c'est le fait que le passage dans ce monde des employés, ça signifie beaucoup de frottement culturel entre les classes sociales. C'est des ouvertures sur le monde qu'il n'y avait pas dans les univers très clos du monde industriel et du monde ouvrier que pouvaient décrire Hogarth, Wilmot et puis d'autres après eux, hein, bien sûr. Et c'est évident qu'un des coups de boutoir contre le familialisme dans son sens le plus classique, ça a été ce changement du côté des femmes. Schwartz, quand il fait son enquête dans les années 80, il n'y a aucune femme qui travaille. Il y en a deux qui commencent à travailler, mais c'est très très mal vu. La femme, une fois qu'elle a des enfants, reste au foyer, etc. Et le foyer est son domaine. Et son assignation au rôle domestique de gardienne du foyer, c'est comme un pouvoir sur un lieu qui est le foyer, un pouvoir sur le budget, un pouvoir sur l'éducation des enfants, la décoration du foyer, etc. Et l'homme a son univers qui est à l'extérieur. Et là, on voit que ces rapports de couple très traditionnels que pouvait encore décrire Schwartz dans les années 80 sont en fait pas transformés parce que les grandes enquêtes conditions de vie de l'INSEE continuent de montrer un décalage fort entre la division des tâches dans les milieux diplômés et dans les milieux populaires, non diplômés, au désavantage des femmes qui travaillent beaucoup plus à l'entretien du foyer et aux soins aux enfants que dans les milieux supérieurs. Mais il y a eu un changement sur le plan des aspirations. Et je vous conseille d'ailleurs sur ce thème, ce dossier très intéressant de la revue Travail, Genre et Société de 2018, où il y a un article de Schwartz qui s'appelle « Entre permanence et rupture », parce que tous ces bourdieusiens marchent un peu sur des œufs sur cette question, parce que
objectivement, le déséquilibre des tâches continue d'être fort en défaveur des femmes, la division des tâches domestiques, mais en même temps, ces femmes ont il y a une transformation de leurs aspirations à autre chose, à ne pas être rabattues sur le rôle uniquement domestique. C'est-à-dire l'idée que l'assignation au rôle domestique, qui était vécue de façon très positive dans le livre de Schwartz, ne l'est plus du tout aujourd'hui. Alors, le familialisme, est-ce que le numérique l'a frontalement attaqué? Oui et non. En fait, ce que je peux voir, c'est que le familialisme, il reste très, très présent dans les réseaux Facebook, les 46 réseaux que j'ai pu analyser. Donc, c'est des milliers d'échanges, hein, puisque c'est depuis l'ouverture du compte jusqu'en fin 2014. D'abord, ce n'est pas du tout le même type de réseau d'amis, un nombre médian d'amis beaucoup plus faible que celui de l'ensemble des enquêtés à Algopol, hein, ils ont donc des entourages plus restreints. Et dans ces amis, et ça je peux le savoir en lisant les réponses aux souhaits d'anniversaire ou de bonne année ou de Noël, à chaque fois, on voit que c'est merci tonton, merci marraine, merci papa. C'est la famille, et surtout la famille large, qui occupe un poids déterminant dans ces petits réseaux d'amis. Et ça, je l'avais aussi dans les entretiens, puisque j'essayais de parler beaucoup dans les entretiens de qui on acceptait en ami sur Facebook, et on voyait très très bien la très grande réticence à accepter des collègues de travail, même des collègues avec qui on s'entendait bien, parce qu'il y avait cette idée qu'il y a une intimité du foyer qui n'est pas à partager avec ceux qui appartiennent à l'univers professionnel. Alors que l'intimité du foyer, elle peut être partagée avec ceux qui appartiennent à la famille. Et puis, il y a cette circulation massive, hein, d'images qui glorifient le lien familial. Bon, en voilà quelques-unes. Il y a beaucoup de références aux ascendants qui sont morts. Donc, il y a, au moment de l'anniversaire de leur décès, il y a des panneaux qui circulent. Et puis, il y a tous ces panneaux sur l'amour de la mère qui sont très, très fréquents. Et puis, dans les messages, dans les posts, il y a de la glorification du bonheur conjugal assez souvent. D'ailleurs, les conjoints sont toujours amis ensemble sur Facebook. C'est impensable d'avoir un compte Facebook sans que son conjoint soit pris en ami. Ça serait absolument une déclaration de guerre. Et donc, dans les comptes Facebook, je pouvais comprendre, parce que j'ai mis très longtemps à plonger là-dedans, parce qu'il fallait comprendre qui étaient les gens sans pouvoir les rencontrer, etc. Mais on voit très bien que les femmes interviennent sur le compte de l'homme quand il dit quelque chose sur le dîner de la veille, ou quand il parle de quelque chose qui leur arrive, la femme intervient, l'homme intervient sur le compte de la femme, et c'est la famille qui répond. Donc, on voit bien, il y a toute une part de cette espèce de glorification du bonheur conjugal, de la force du lien familial. Et c'est vrai, bon, ça c'était vraiment très, très, très bien décrit par les anthropologues anglais. La famille, c'est la protection contre les aléas de la vie. C'est ceux à qui on peut demander de l'aide quand on est dans la panade. Donc, il y a tout ce côté très exaltation de la famille qui est sensible, hein, vraiment sensible dans les comptes Facebook. Et en même temps, il y a un renforcement des liens avec les parents, notamment. C'est-à-dire les adultes que j'interviewais avaient encore leurs parents. Et on voit que Internet a été vraiment saisi comme un moyen de communiquer plus souvent et presque de façon continue. Ça faisait tout à fait penser à des descriptions que faisait euh, Yang et Wilmot. Ils montraient qu'il y avait un lien entre la mère et la fille mariée, donc la fille qui avait quitté le domicile parental, un lien continu. Et ce lien continu, il est vraiment très, très favorisé par Internet, c'est-à-dire on se voit,
on envoie des textos plusieurs fois par jour, on envoie des photos et des vidéos sur Facebook, et il y a toujours cette priorité à la voix et à l'image qui est très spécifique du lien avec les ascendants directs au foyer desquels on ne vit plus. Donc là, c'est un extrait sur le bonheur de Skype, quoi, qui a été décrit assez souvent comme une manière euh, de rétablir l'affectivité et l'intensité affective du lien. Et puis, avec la famille large, les frères et sœurs, les neveux, les nièces, les parrains, les marraines, les oncles et les tantes, etc., on voit que là, au contraire, Facebook joue plutôt un rôle de... ça permet de garder le contact, mais sans trop s'investir. Donc, c'est presque un dispositif d'économie affective. Vous avez cette citation, hein, j'ai de la famille sur Paris, des cousins que je ne vois pas souvent, peut-être tous les 2 ans. On se souhaite bon anniversaire. Bon, le dispositif est très bien fait pour ça, il rappelle la date. Si les parents sont malades, c'est plus facile que le téléphone. En fait, on voit bien, le téléphone, la voix, l'image, c'est réservé aux liens très très forts, c'est-à-dire les liens avec les parents et les liens entre parents et enfants aussi, bien sûr. Mais ce dispositif où on peut envoyer des photos et puis juste faire like ou faire un, un, un bon anniversaire cousin, c'est parfait parce que ça dit on n'a pas coupé, mais finalement on n'a pas le temps ou pas envie de s'investir plus affectivement. Donc ça, on voit que ça fonctionne vraiment très fort comme ça. Alors c'est au sein du foyer, pour l'instant j'ai plutôt montré que Internet favorisait renforçait les liens familiaux plutôt qu'il ne les détruisait. Alors au sein du foyer, c'est bien plus compliqué. Alors bien sûr, il y avait cette fameuse télévision très très présente dans les milieux populaires et elle l'est toujours, j'y reviendrai. Et qu'est-ce qui se passe quand la télévision, qui était quand même très rassembleuse au départ, même si après, Masclet l'a bien montré dans un livre récent, il y a une fragmentation à la fois de l'offre et une désynchronisation des modes de vie dans les couples qui font qu'il y a une appropriation beaucoup plus individualisée de la télévision dans les milieux populaires. Mais on voit très bien que qu'est-ce qui se passe, c'est une vraie question, quand arrive dans un foyer où la priorité c'est le collectif familial, arrivent tous ces outils qui sont archi-porteurs d'individualisation, adresse personnelle, mot de passe, taille des écrans. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a d'abord une première réaction qui est que en fait, il n'y a pas eu une ombre d'hésitation. Il fallait avoir Internet parce que sinon, on aurait pénalisé ces enfants. Donc, Internet a toujours été pris sous la pression des enfants qui, bien sûr, savent y faire. Et donc, on brandit le fait qu'à l'école, c'était obligatoire, qu'ils ne réussiraient jamais dans la vie s'ils n'avaient pas Internet à la maison, etc. Donc, il y a un double principe de c'est pour les enfants, et puis un principe de conformité sociale. Hein, tous les autres ont des smartphones, tous les autres ont Internet à la maison. Il n'est pas question que notre enfant soit pénalisé. Donc, cette double illusion de demande de l'éducation nationale, de modernité, entraîne vraiment, j'appelle ça le devoir de connexion, parce que c'était vraiment l'impression que ça me donnait dans les entretiens. C'est l'idée qu'on a été obligé. Ce n'est pas qu'on voulait, c'est qu'on l'a fait pour nos enfants, et puis maintenant c'est là, et on ne peut pas revenir en arrière. Et du coup, ça a des conséquences, parce que ça va assez loin, et ça va, notamment un truc qui m'a beaucoup frappé dans les entretiens, surtout quand je pouvais les faire à domicile, ce qui a été le cas d'une partie d'entre eux. Les enfants sont équipés en tablettes très très jeunes, à 2-3 ans, à des tablettes personnelles. Alors c'est vrai, la tablette joue plutôt un rôle de télévision, hein, en fait, de petite télé personnelle. Il y a un YouTube enfant, ils cliquent sur 3 icônes où ils peuvent regarder des dessins animés ou des chansons. Mais il y a cette idée, il sait se servir d'Internet à 2 ans et demi, à 3 ans. C'est formidable. Donc là, on voit qu'il y a un problème parce que, par ailleurs, il y a quand même tout un débat sur le retard des développements cognitifs à l'usage trop précoce
des outils digitaux. Il y a le fait que dans les classes supérieures, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on retarde le plus longtemps possible l'équipement des enfants, et certainement on n'offrirait jamais une tablette à un enfant de 3 ans, ça serait impensable. Donc là, c'est l'idée, pour être comme les autres et pour réussir plus tard, il faut Internet, il faut apprendre le plus vite possible, et finalement, en gros, savoir naviguer très jeune égale promesse de réussite. En même temps, ça crée beaucoup de soucis au sein des foyers, parce que les soirées passées tous ensemble devant la télévision, les repas où on regardait les actualités en les commentant, etc. Maintenant, on appelle les enfants et ils n'arrivent pas tout de suite puisqu'ils sont en train de finir, ils sont sur une partie de jeux vidéo ou ils sont sur un réseau social. Donc, il y a plein de soucis, mais qui sont des soucis assez classiques, et je pense que ce pas des soucis qui existent uniquement dans ces classes populaires, mais il y a une tentative de contrer ces tendances centrifuges par des stratégies centripètes. Par exemple, c'est frappant de voir qu'il y a un principe de transparence qui est quasi obligatoire dans les foyers. Et le fait le plus frappant, c'est l'adresse mail commune au conjoint qui est fréquente, et parfois l'adresse mail commune à toute la famille. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée que quelqu'un ait une adresse personnelle ne passe pas vraiment. Il y a l'autre fait intéressant qui est on ne peut pas ouvrir un compte sur Facebook sans mettre tous les membres de sa famille proche dessus. C'est impensable. Et puis, on passe les téléphones. Mari et femme échangent. Souvent, il y a un smartphone et un mobile non connecté parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'avoir les deux. Et donc, à ce moment-là, on peut se les passer. Donc, on voit bien que ces outils qui sont très individuels, a priori, conçus pour être utilisés de façon individualisante, sont désindividualisés. Et puis, il y a beaucoup d'encouragement aux pratiques en coprésence, c'est-à-dire qu'on a des pièces communes maintenant où il y a à la fois la télévision qui est allumée, mais aussi le petit qui est sur sa tablette, l'adolescent qui est sur son smartphone, et de façon intéressante, il y a une espèce de tolérance qui s'est installée dans le couple, à ce que si le mari veut absolument regarder un match de foot, sa femme, il met un casque et sa femme peut jouer à Candy Crush ou faire une partie de poker sur son smartphone pendant ce temps-là. Bon, il y a beaucoup de difficultés de la régulation parentale, mais peut-être que c'est peut-être pas le plus original. Elles sont plus grandes qu'ailleurs parce qu'il y a ce problème de précocité à l'accès, hein, qui est le grand système de contrôle des classes supérieures, c'est de retarder l'accès. Et là, la précocité à l'accès fait qu'il y a une plus longue période de vie à gérer, à devoir gérer ces outils qui sont très envahissants. Et puis, il y a, on le sait par les enquêtes, les enfants de milieu populaire passent plus de temps en ligne que les enfants des classes supérieures. Et surtout, ils ont des usages, ça c'est l'enquête Merclé-Octobre du DEPS, ils ont des usages beaucoup plus liés au ludique et au communicationnel et très peu à l'informationnel et au scolaire. Donc, c'est plus difficile de contrôler et les quelques stratégies qui ont été mises en place sur les principes de transparence, de coprésence, etc., elles fonctionnent plus ou moins bien. Hein. Tout le monde tâtonne, en fait. Et puis, il n'y a pas de modèle à la génération précédente. Donc, c'est des parents qui ont découvert Internet quand ils avaient 40 ans eux-mêmes. Donc, c'est particulier. Alors, dans le couple, et là, je trouve que vraiment, il y aurait des travaux qui devraient approfondir cette question. Le principe de transparence est très fort. Hein. Bon, je vous ai dit, ils interviennent sur le compte Facebook du conjoint. En même temps, on voit très bien que finalement, c'est là qu'Internet est en train d'accompagner à sa manière hein, la transformation du modèle conjugal traditionnel. Il y a une espèce de tolérance qui s'installe et qui est revendiquée par les femmes d'ailleurs, à avoir des moments à moi, à soi. Ça, je reprends un article de Masclet que j'aime bien, des moments à soi. Et là, je vous donne un exemple, c'est cette aide-soignante qui adore jouer à Candy Crush à l'époque et qui explique que quand elle rentre du boulot, c'est des séquences de 12 heures hein, quand on est aide-soignante dans une maison de retraite. Donc, quand on rentre, c'est dur. On a envie de se poser.
je me pose 5 minutes, je prends la tablette et elle fait du Candy Crush sur sa tablette, je me pose 5 minutes. Alors je lui dis, c'est une manière de dire je suis seule. Ah oui, monsieur, il n'est pas content des fois même. Vous vous engueulez sur ces histoires de jeu. Ah oui, oui, il ne peut pas. Lui, il dit ça ne sert à rien. Bah, je lui dis, ouais, mais moi, ça me permet de me poser un peu, quoi. Donc on voit, et je pense qu'il y aurait vraiment une jolie enquête à faire sur ce qui est en train de se passer autour de cette plus grande tolérance à l'autonomie dans les activités. Après, peut-être je vous avais parlé de ce type de panneau qui était sur la guerre entre les hommes et les femmes, les questions de la sexualité, etc. Alors, il y a beaucoup de panneaux qui tournent autour de cette question de est-ce que les femmes doivent être rabattues sur leur rôle domestique. Donc là, j'en ai mis 2, mais ils ne sont pas foutus en forme panneau, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi. Donc, c'est des panneaux qui circulent sur des comptes féminins et qui sont envoyés à d'autres femmes et qui circulent entre femmes. Donc, c'est une circulation sur « il faudrait qu'on reconnaisse le travail qu'on fournit ». Voilà. Et puis, plus intéressant, il y a des panneaux qui circulent sur les comptes masculins et sur les comptes féminins. Sur les comptes féminins, ça ressemble à ce que je viens de vous montrer avant, c'est-à-dire la femme fait tout, elle remplace le papa, le prof, enfin c'est un gros travail, et sa place n'est pas dans la cuisine. Et puis sur un compte masculin, ça se veut laudatif, mais c'est quand même très très traditionnel. Elle continue de te servir fidèlement, fini le panneau. Donc c'est un panneau qui se veut respectons les femmes, etc., mais qui est quand même pas du tout le même que celui de gauche, qui est reconnaissez le travail que je fais. Alors que là, c'est tu fais très bien ton travail et il faut qu'on te respecte pour ça, mais continue à le faire pour moi. Et c'est pareil, parce qu'il y a beaucoup de panneaux où c'est l'histoire du puits au vœu. Et donc, on voit sur un compte féminin, il y a cette femme-là qui dit, elle va au puits au vœu, elle dit « je ne veux plus faire le ménage, le lavage et la cuisine », pouf, eh ben, elle devient un homme. Et puis, sur les comptes masculins, circulent des panneaux qui sont beaucoup plus machos, en fait. Je veux devenir celle qu'une majorité d'hommes aiment et désirent, paf, une bonne bière glacée, c'est-à-dire et souvent une bonne bière glacée devant un match de foot. Le rapport aux politiques, et c'est ma dernière partie. Alors là, c'est là où Hogarth est complètement dépassé. Hogarth, il décrit un monde qui est le eux, nous, qui est ceux d'en haut et puis les classes populaires. Et aujourd'hui, et ça, je pense que les travaux de Kollewald, de Schwartz, sur cette question d'un monde triangulaire, il y a toujours le eux, les élites politiques, avec les médias qui travaillent pour les élites politiques. Il y a toujours le nous, les classes populaires, mais il y a une division à l'intérieur du nous. Il y a les cas sociaux et les travailleurs pauvres. Moi, les gens que j'ai vus, ce sont des classes populaires non précaires. Comme j'ai fait l'enquête en milieu rural, très peu d'immigrés et très peu même de descendants d'immigrés. J'aurais fait l'enquête en milieu périurbain, bien sûr que ça aurait été très différent. J'aurais eu un profil beaucoup moins franchouillard que ce que j'ai pu avoir, c'est sûr. Et on voit très bien que ce monde triangulaire, et c'est pour ça c'est un des panneaux que je suis tombée dessus assez vite, il me semble résumer l'ensemble de cette vision du monde qui est une vision du monde où l'argent qui est pris aux travailleurs, aux gens qui travaillent, il va servir à des paresseux et des casseurs, ceux que beaucoup d'interviewés appellent les cas sociaux, les cassos, et les hommes politiques, pendant ce temps-là, font des dépenses somptuaires, totalement injustifiées, et le petit artisan qui lui a travaillé toute sa vie, il se retrouve avec une retraite minable à payer des amendes qui vont servir à financer l'aide sociale de ceux qui ne travaillent pas. Alors on voit, il y a tout là, et c'était bien avant les Gilets jaunes, mais c'était déjà sur la voiture.
ça avait à voir avec les radars, mais ça, ce qui s'est passé autour des Gilets jaunes est totalement lié à ça. Le monde des Gilets jaunes est un monde de non précaire, populaire, qui est un monde en antagonisme avec l'autre partie des classes populaires qui est beaucoup plus précaire et qui dépend fondamentalement de l'aide sociale. Alors ça donne ce monde triangulaire. euh, le nous, c'est l'honnêteté, la franchise, euh, ne pas se soucier des apparences, être qui on est. Donc, c'est des panneaux comme ça, c'est des citations, ça, hein, ce qui s'appelle les citations, les interviewés. Je fais pas semblant, je suis franche. Si vous m'aimez pas, c'est pas grave, moi je reste comme je suis. Et puis ça se termine toujours par partager si vous êtes fier, voyons qui osera. Donc il y a toujours cette injonction, si tu es d'accord avec moi dans ce que je dis, eh ben, tu fais circuler. Donc il y a cette parole circulatoire sur la bonne personne, la bonne vie, les vrais gens, qui est très très importante en fait. Et puis, le monde du E, ce duo, alors c'est les élites politiques beaucoup, mais les médias sont très associés en fait ils sont en collusion. Alors c'est ce qui est le plus frappant en ouvrant ces panneaux-là, c'est les chiffres. Il y a des chiffres partout, partout, partout. C'est un monde de chiffres. Donc c'est des sommes d'argent, c'est tout le temps de l'argent. Donc là on voit RSA 450, chômeur 900, ouvrier 1300, médecin 2002, ministre 18 000, connard de politicien. Donc on voit très bien, c'est tout le temps cette idée qu'il n'y a aucun engagement en politique des élites politiques, de la représentation politique qui ne se fasse pas pour se gagner de l'argent. L'idée d'un engagement pour des causes n'est pas passée du tout. C'est vraiment des buts d'enrichissement personnel, en fait. Hein. Et la phrase qui revenait beaucoup dans les comptes Facebook, c'est « la place est bonne ». C'est-à-dire, on gagne beaucoup d'argent en entrant dans ce système politique. Et du coup, ça donne des choses fondées sur des rumeurs, des fake news, les dîners à l'Élysée avec un plat de spaghettis 5 000 € par personne, Sarkozy qui se fait construire une douche à 30 000 € parce qu'il doit donner une conférence et qu'il n'a pas le temps de passer à son hôtel. C'est plein de choses comme ça, avec l'idée que finalement, ceux qui se font avoir, c'est ceux qui sont entre les cas sociaux qui bénéficient du système sans travailler et ceux qui s'enrichissent en haut et qui dépensent sans compter, sans savoir que les autres n'ont pas d'argent. Et puis ces travailleurs pauvres qui bouclent leur budget difficilement en travaillant beaucoup. Et ça dérape, bien sûr, ça dérape sur Cassos égale immigré. Et là, on a une partie. Les comptes Facebook s'arrêtaient fin 2014. Marine Le Pen n'était pas encore honorabilisée comme elle l'a été ensuite. Donc, je pense que j'aurais des choses beaucoup plus nettes aujourd'hui parce qu'il y avait des réactions. Quand ce type de message était posté, il y avait certains membres de l'entourage qui disaient « mais où t'as lu ça ?» Ce n'est pas le cas dans celui que je vous montre là, cet échange, mais il y a de la contestation. Quand circulent des panneaux sur ils vont interdire le porc à la cantine et obliger à lire le Coran aux enfants. Il y a toujours quand même quelqu'un qui dit « Où est-ce que tu as vu ça ?» L'autre, il répond sur Facebook. Ce n'est pas sûr que ce soit vrai, mais il y a aussi quand même, à mon avis, cette espèce d'idée que il y a une sorte de complot, en fait, où ceux du haut et ceux du très bas sont associés pour squeezer ceux qui sont au milieu. Et pour finir, alors je ne parlerai que de cet article parce que je l'ai trouvé formidable. C'est Julien Boyadjian et j'ai trouvé que ce papier, et d'ailleurs j'ai appris depuis qu'il était en train d'écrire un livre qui tirait de cette belle enquête. Donc c'était une enquête multiméthode. Il a passé un questionnaire, fait des entretiens assez nombreux
et fait des observations de comptes Facebook et de comptes Twitter sur des jeunes âgés de 18 à 22 ans avec un gros échantillon. Il y a près de 2000 personnes dans le questionnaire. Et il montre des choses qui sont tout à fait contre-intuitives, je trouve. Parce que moi, un peu, ma frustration à la fin de mon enquête, c'était que j'ai vu des adultes. J'ai vu des adultes qui me disaient: «Je surveille beaucoup mes enfants». D'ailleurs, je surveille leur compte Facebook, je suis amie avec eux. Quelquefois, je vais leur dire: «Qui c'est cet ami que tu as mis là? Est-ce que tu le connais?» et cetera. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait Snapchat. Donc certainement qu'ils ne surveillaient pas du tout aussi bien qu'ils le croyaient leurs enfants. Donc c'est vrai qu'un des points aveugles de cette enquête, c'est les jeunes. Parce que ce que je vous ai montré, c'est des adultes, ils ont entre 30 et 60 ans, ils travaillent, ils sont dans la vie active, ce n'est pas des jeunes. Et là, cet article est magnifique parce que il part de l'idée que, en fait, ce qui se passe chez les jeunes de milieu populaire, donc l'enquête, elle est faite sur, il oppose, il prend que des étudiants, mais des étudiants entre 18 et 22 ans, dans des filières universitaires élitistes, Sciences Po Lille, une licence de sciences politiques, des classes préparatoires, et puis des jeunes qui sont scolarisés dans des filières de relégation ou dans des filières de rattrapage, école de la deuxième chance, filière AES, études courtes BTS en milieu rural, etc. Et il oppose ces deux populations avec beaucoup de prudence sur le fait que c'est vrai que il a la profession des parents, il a le niveau de diplôme des parents par le questionnaire, donc il a beaucoup d'éléments, mais il montre quelque chose qui est assez fort. Il montre, oui, ils utilisent tous les réseaux sociaux, mais ces réseaux sociaux, contrairement à ce qu'on raconte trop souvent, remettent pas fondamentalement en question ce rapport très oblique et très distant des classes populaires à l'information, qui est le rapport qu'avait très bien montré Vincent Goulet dans son ouvrage sur la relation à l'information dans les milieux populaires. Ce qui est fort dans cette démonstration et très convaincant, j'ai trouvé, c'est que les jeunes issus des classes populaires ou du bas des classes moyennes sont… En fait, le problème, ce n'est pas la non-information ou la désinformation, c'est pas la désinformation, c'est pas les fake news, c'est pas le relais des théories du complot, etc. Il montre très bien que toutes les fake news en fait sont très peu partagées dans les milieux juvéniles. C'est beaucoup plus un truc d'adulte. Leur gros problème, c'est le refus de s'informer, le refus d'être concerné par le politique. Et donc, il reprend pas mal le travail magnifique de Nina Eliasov sur l'évitement du politique, en montrant que cet évitement du politique est massif sur les réseaux sociaux, dans les utilisations qu'en font les jeunes de milieux populaires, et qu'ils ont systématiquement la volonté de pas commenter, de pas partager des contenus d'actualité qui seraient trop clivants. Et donc, on parle de sport, on parle de faits divers, mais c'est tout. Le reste, on n'en parle absolument pas. Et il montre que chez les jeunes qui sont scolarisés dans des filières plutôt sélectives, type IEP, etc., c'est une petite minorité active qui mène la barque, c'est-à-dire qui intervient beaucoup, etc. Et il montre aussi, j'ai trouvé ça intéressant, que finalement, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, les bulles de filtre de Pariser semblent pas du tout fonctionner. En fait, les réseaux sociaux pour les jeunes des filières sélectives, donc qui sont issus classe moyenne, classe sup, avec un parcours scolaire long en vue, s'informent à beaucoup de sources différentes à travers les réseaux sociaux, notamment par des titres de presse en ligne. Donc, je vous conseille à tous cet article que j'ai trouvé très passionnant. Et moi, j'ai fini pour ce qui est de là. Voilà. Et comment j'arrête le partage d'écran? Là, voilà. OK. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant.
Alors, on est assez nombreux, donc j'imagine qu'il y a pas mal de questions. Si vous préférez poser vos questions par écrit dans le chat, n'hésitez pas. Avec Lucie, on les répercutera. Moi, pour lancer la discussion, j'avais une question sur la question de la participation justement des internautes et cette idée de culture expressive sur les réseaux sociaux où on voit bien à travers ton enquête que en fait l'idée de culture expressive, c'est pas la culture de tout le monde. En tout cas, c'est pas tout le monde qui s'exprime, qui prend la parole, qui participe. Et dans un autre numéro de réseau aussi, tu avais insisté sur le fait que les producteurs de contenu, enfin la production de contenu en ligne, c'est très socialement situé sur les réseaux sociaux. Et pour autant, ça ne veut pas forcément dire que les internautes des classes populaires ne prennent pas la parole, notamment avec cette idée de parler avec les mots des autres. C'est ce que tu dis dans ton ouvrage, ce dont tu nous as parlé aussi là, avec justement ces citations, par exemple, ou le copier-coller des posts, ou le partage d'images, etc. C'est aussi ce qu'avait montré Irène Bastard avec le partage d'informations d'actualité sur les réseaux sociaux, où on dit quelque chose avec les mots des autres. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu aussi avec les partages de fausses informations, où ça ne veut pas forcément dire qu'on y croit, mais on essaye de porter un discours avec justement un article qui soit vrai ou faux. Au final, c'est moins important que ce qu'on essaye de dire à travers le partage. Et du coup, je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que on est face à, comment dire, à un évitement de l'écrit pur et simple, comme tu le disais en introduction, ou est-ce que c'est aussi un moyen de participer politiquement avec un engagement limité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle avec les mots d'un autre, on peut aussi se dédouaner, et c'est ce que disait Irène Bastard en disant en fait, je ne le pensais pas vraiment, si ça crée une polémique, on peut se dire non, mais ça me paraissait intéressant, etc. etc. Je veux avoir ton point de vue là-dessus. Ben oui, c'est une vraie question. Et c'est vrai qu'on peut dire finalement, tous ces panneaux qui circulent sur la politique, c'est une manière de faire de la politique, hein, c'est évident. Alors moi, mon souci, ou plutôt mon problème, à comparer ça à la participation sur des espaces plus ouverts, type forum ou autre, c'est qu'on est dans des univers complètement enclos. Mm. C'est clos. Et c'est pour ça qu'en fait, le fait que ça s'exprime, ça circule qu'entre personnes proches. Et ça ne sort pas de là. Et est-ce qu'il ne faut pas considérer que la participation en ligne, c'est une participation qui s'adresse à d'autres? Et c'est peut-être Mm. comme ça que je te répondrais. Mm. C'est-à-dire que oui, c'est le fait de partager qui est important, peu importe qu'on ait écrit soi-même le message ou qu'on ait trouvé que ça correspondait bien à ce qu'on pensait et qu'on le fasse circuler. C'est une manière de parler aux autres, tout à fait, et y compris de parler de politique. Le problème pour moi, c'est que ce soit des systèmes enclos comme ça. Euh, et c'est là où je pense qu'il y a une différence fondamentale avec un système plus ouvert enfin, ce n'est pas de l'espace public du tout, Mm. c'est de l'espace privé. Ça reste dans l'espace privé. Et c'est une question qui me touche parce que j'ai essayé de reprendre le matériau sur la division du travail domestique pour un article récemment. Et j'en conclus, il n'y a pas une seule fois le mot féminisme dans les milliers et milliers de messages que j'ai lus. Il n'y a pas le mot féminisme. Et pourtant, il y a tous ces panneaux qui revendiquent mon rôle, c'est pas d'être à la cuisine enfermée toute la journée, les hommes devraient s'y mettre, etc. Donc, il y a finalement une adhésion à un certain nombre de thèmes qui sont revendiqués par des mouvements féministes. Mais ce féminisme, il circule que entre femmes, puisque les hommes n'y répondent jamais. C'est-à-dire que c'est encore plus enclos que la parole politique, là, qui peut circuler sur des comptes masculins comme féminins. On voit bien que la plainte féminine sur l'inégale division des tâches domestiques, elle est encore plus enclose, puisque c'est que des femmes. Alors, est-ce que pour que quelque chose acquiert une portée politique, il ne faut pas que ce soit
adressé à d'autres que ceux qui sont exactement dans la même position que soi? C'est la question que je te poserais. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Là, je n'aurais pas la réponse à ça. Effectivement, c'est un enjeu qu'on ne prend pas suffisamment en compte quand on étudie la participation, de voir quel est le paramétrage du public, quoi. Oui. Je crois qu'Arnaud avait une question, c'est ça? Oui, oui, merci Dominique pour cette intervention. En fait, ça va complètement dans le sens de Romain. Romain disait, est-ce que c'est pas aussi une façon d'être prudent, entre guillemets, de dire j'ai pris les citations des autres, bon, enfin, etc. Ben, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans ton corpus, c'est la présence massive de l'humour. Tu n'as pas prononcé le mot, et justement, l'humour, c'est quand même une façon d'être dedans, et alors, encore à plus forte raison si on va jusqu'à l'ironie, où justement on est dans l'indéfini, l'indétermination, on peut toujours s'en sortir en disant mais c'est pas ce que j'ai voulu dire, euh, mais là j'ai plus ressenti de l'humour, par exemple. Comme si il fallait toujours jouer le jeu à un moment mais on ne se prend pas complètement au sérieux. Par exemple, il y a cette magnifique déclaration d'amour, ça fait 17 ans, ma chérie, et tout ça. Puis après, il y a les commentaires, et comme s'il fallait se positionner mais on ne se prend pas totalement au sérieux. Et il me semble que c'est quelque chose qui est assez lié euh, ce que Monique Dagneau appelle la culture LOL, hein, enfin LOL culture. Enfin, il me semble que c'est assez présent dans les réseaux sociaux, et là, ça m'a paru très, très présent. Et je me demandais s'il y avait une réflexion là-dessus. Ouais. Je n'ai pas prononcé le mot humour, mais je l'ai utilisé pas mal dans le livre parce qu'effectivement, il y a ce second degré qui est assez présent, qui effectivement est assez caractéristique de la culture Internet. Mais pour moi, il est employé dès que ça touche à un sujet aussi brûlant que la division des tâches domestiques dans les foyers populaires. Où là, finalement, l'attaque frontale, je vais te donner un exemple, il y a un compte où c'est une femme qui aide à domicile en milieu rural, et elle balance sur son compte Facebook des blagues salaces, mais absolument incroyables, mais vraiment sur la virilité masculine. Moi, j'ai trouvé ça assez marrant, c'est marré, mais il n'y a personne, il n'y a pas un like, il n'y a pas une réponse. C'est parce que c'est trop brutal. Et pourtant, ce sont censés être des histoires drôles. En revanche, quand les panneaux que j'ai montrés là sont des panneaux où ah oui, je fais aujourd'hui c'est ma journée, shopping, je range les affaires des enfants, enfin bon, tout ce type de panneaux où il y a du second degré et tout ça, pour moi, je l'interprète plus comme un. Pour moi, c'est pas complètement dans la culture LOL à la Monique Dagneau. Qui est plutôt une culture jeune où on fait du second degré, qui est je dis un truc mais je l'enlève en même temps en disant lol. Hein. En fait, pour moi, le lol, c'est la reculade sur ce qu'on vient de dire, en disant prudence, j'ai avancé quelque chose dont je ne suis pas certain, et en mettant lol, je recule. Je me mets à distance de ce que je viens d'envoyer. Là, pour moi, c'est parce que le sujet est trop sensible en fait entre les hommes et les femmes en milieu populaire, puisqu'il n'y a pas ce soutien masculin du tout à l'idée que ça change les rôles, et que du coup, pour que ça passe, il faut que ça soit drôle, parce que sinon ça passerait pas, ça serait brutal. Et celle qui n'est pas drôle, alors que pourtant c'est des histoires drôles, mais vraiment très 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 vulgoses, salaces, sur les mecs qui bandent pas en gros, quoi, eh ben, mais c'est un silence de mort. Elle n'a pas un like, rien. Et du coup, à un moment, elle va s'arrêter, quoi. Elle est allée trop loin, elle. Et je pense que, enfin, moi, la manière dont j'interprète le LOL n'est pas tout à fait celle de Monique. Pour moi, c'est une culture de la reculade. Et il y a peut-être aussi, lié à la culture ouvrière, cette idée, tu sais, il ne faut pas faire son fier.
ne faut pas se faire remarquer, enfin, etc. Et donc, peut-être que le recours à l'humour, c'est une façon de dire, vous voyez, je ne me prends pas trop au sérieux, je me monte pas le bourrichon, je fais pas mon fier, je reste à ma place. Enfin, je sais pas, il y a peut-être, enfin, ça peut être connecté à des éléments de la culture populaire très ancrés sur. Faut pas avoir l'air d'être trop sûr de soi, trop machin, trop. T'as raison, t'as raison. Faut que je réfléchisse à ça, oui. C'est possible, c'est possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois Hugo. Oui, je pense avant peut-être Romain. Oui. Il y avait Patrick Emondo Dika qui peut-être voulait quelques précisions sur cette idée de espace public, espace privé, juste dans voilà, dans la suite de la discussion. Alors, on voit ça. si- Allez-y, allez-y, je vous en prie. Je peux poser la question Oui, oralement, tout puisque à fait. d'abord merci pour cette présentation qui est toujours très riche. En fait, il y a toujours plein d'éléments qui sont très intéressants pour reprendre vos travaux et puis travailler auprès de nos étudiants. Je me suis quand même posé la question quand vous avez dit tout à l'heure, en fait, ce n'est pas de l'espace public, c'est de l'espace privé. On est bien d'accord que c'est pour les personnes qui communiquent sur Facebook dans cet espace, c'est de l'espace privé, mais on est dans un espace qui est, lui, publicisé et que même si ces comptes ne sont pas partagés par d'autres, en fait, leurs publications sont insérées dans la machine Facebook pour être renvoyées en termes par exemple, de publicité sur les comptes, etc. etc. Ce que je veux dire par là, est-ce que vous avez, j'ai peut-être pas tout entendu, donc j'ai peut-être raté quelque chose, est-ce que vous avez repéré que les comptes de ces personnes étaient des comptes qui avaient été privatisés à leur création et que le cercle était privé, je dirais, par injonction par construction technique, ou est-ce qu'il est seulement privé par le contenu? il est privé par le. Enfin, je suis d'accord avec vous, le terme d'espace privé ne va pas. J'aurais dû parler d'espace familial, en fait. C'est la particularité de ces comptes, c'est que on ne prend en ami, donc les seules personnes qui sont susceptibles de voir ce qu'on met sur son mur, sauf les algorithmes de Google qui vont aller chercher pour envoyer des publicités ciblées, mais ça c'est un autre problème. Les seuls qui peuvent lire les posts, les messages ou ouvrir les liens partagés sont des gens qui font partie de l'entourage très très proche à 90% de l'entourage familial. Donc c'est très différent de ce que j'ai pu comprendre des autres comptes Facebook, des 6 comptes là, que j'ai lus, mais peut-être pas analysés avec autant de minutie que les 46 que j'étudiais, où là, on voit qu'il y a une variété dans l'entourage qui a été pris comme ami sur Facebook, qui est beaucoup plus large. Il y a des collègues, il y a des gens qu'on a rencontrés pendant des voyages. On voit qu'il y a des allusions à plein de gens qui ne sont pas l'entourage directement proche. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus en effectif. Hein, le nombre médian d'amis est 262 contre 66. Donc, on est sur des échelles très différentes. Et là, dans les 66, je vais vous dire, moi, j'ai rencontré des gens, ils venaient de familles de 13 frères et sœurs. Hein, c'est de la France populaire en région où c'est des familles très nombreuses, en fait, à la génération des adultes que j'interviewais. Eux-mêmes n'ont pas 13 enfants. Mais ça veut dire que ces grandes familles, c'est un dispositif qui n'est pas conçu pour ça, puisque c'est plutôt un dispositif où on prend en ami des gens à qui on veut faire connaître des choses de soi. Et en fait, on prend là en ami des gens qui savent tout de soi. C'est en ça que j'ai employé ce terme de privé, mais c'est plutôt comme une privatisation d'un dispositif qui n'est pas privé, effectivement. Oui. Merci pour la réponse, ça m'éclaire mieux, mais ce que je voulais savoir, c'est si vous avez pu repérer qu'il y avait une corrélation entre ça, cette privatisation dans l'échange, et je dirais la privatisation technique que permet
la fermeture du compte aux seuls amis. C'est-à-dire que, grosso modo, quand votre compte est public, n'importe qui peut le voir, même si n'importe qui ne le voit pas. Il y a une vraie différence entre la possibilité et la réalité. Est-ce que c'est ça que vous illustrez, une différence dans la réalité, ou est-ce que c'est que ces comptes ont été créés et fermés au cercle d'amis, c'est-à-dire qu'ils ne sont accessibles que par invitation, ou est-ce que c'est un mur qui est public? Si je vous dis ça, c'est que si ce mur est public, ça veut dire que le compte est quand même ouvert, même si personne ne participe. Ça pose des choses assez différentes après dans la possibilité de diffusion Oui. Du mur. Alors, autant que je sache, ce sont des comptes qui n'étaient pas ouverts. D'accord. C'était ouvert simplement aux amis. D'accord. Et dans les entretiens, c'était assez net, on ne l'ouvre pas aux amis d'amis. C'est-à-dire, en fait, D'accord. la clôture est assez proche de soi et Oui. on ne l'ouvre pas aux collègues de façon facile, même si ça peut arriver qu'il y ait une collègue dans les amis, mais l'ouverture aux collègues pose de gros problèmes par rapport à l'intimité du foyer. Donc, en fait, c'est des comptes fermés. D'accord. C'est important parce que ça veut dire qu'il y a quand même un niveau de technicité acquis pour conserver cette relation familiale intime au sein parce que enfin, moi, je travaillais beaucoup avec des jeunes adolescents en collège. J'interviens beaucoup auprès de jeunes adolescents en collège sur ces questions-là. Ce que j'ai vu arriver comme progression dans les usages, c'est qu'au départ, les adolescents ouvraient leur compte de manière complètement libre, sans se poser la moindre question. Et on leur a tellement rebattu la question de la sécurité, etc., qu'aujourd'hui, ils savent tous qu'ils peuvent fermer leur compte à l'ouverture et ne l'ouvrir qu'à des amis, et que l'apprentissage consiste à justement réduire le cercle. D'accord. Mais c'est une acquisition technique, il faut rentrer dans les préférences du compte, etc. Ça, ce que vous dites, c'est que cette acquisition technique, elle est entrée dans le commun des familles populaires en milieu rural et qu'elle leur permette de conserver ce cercle privé que vous distinguez. Ça, c'est assez intéressant à savoir, en fait. Alors, malheureusement, je n'aurais pas posé la question comme vous la présentez là, tu vois. Donc, je ne sais pas comment ils ont acquis cette technicité. Donc, en partie, je n'arrive pas à répondre à votre question. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour votre question. On avait une autre question de Hugo vis-à-vis des classes d'âge sur ce réseau. Les comptes où vous avez étudié les messages sont essentiellement ceux des parents. Quelle est la place de leurs enfants dans ces échanges sur Facebook? Leur rapport aux réseaux sociaux est différent de celle de leurs parents, comme vous l'avez expliqué. Y a-t-il par conséquent un rejet, une intégration différente, une adoption de normes, partage trait d'humour? Donc, est-ce qu'on a des normes d'échange qui sont similaires entre les parents et leurs enfants? Et peut-être qu'on pourrait rajouter, est-ce que les enfants n'adoptent pas les normes des parents sur certains réseaux et vont sur d'autres réseaux pour être entre eux loin des réseaux envahis par les parents? Alors, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, sur Facebook, un enfant n'ouvrait pas un compte sans que ses parents soient en amis. Mais pas simplement ses parents, hein, ses oncles, ses tantes, enfin bon. Donc la famille était obligatoirement entrée dans le compte. Et je pense que moi, j'avais la parole des parents et beaucoup des mères. Et j'avais une parole que tous ceux qui ont travaillé sur les questions de médias et de bonne parentalité connaissent, à savoir je fais très attention, ma fille qui a 14 ans, une fois par mois, je vais regarder avec elle sur son compte Facebook et j'enlève les amis qu'elle ne peut pas m'expliquer exactement comment elle a pu les prendre, etc. Je surveille les photos qu'elle met, je lui fais enlever une photo où on la voyait avec un décolleté. Donc, il y a le discours du bon parent hyper surveillant, etc. Pareil, les mails,
dans la boîte mail, ça arrive, tout le monde peut lire, puisque c'est une adresse mail commune, les deux conjoints et machin. Donc, moi, ce que je pense, c'est que pendant ce temps-là, les enfants, ils étaient sur Snapchat, sur un autre réseau social, sur leur téléphone, sans que les parents aient la moindre idée que ça existait. Donc, moi il me semble que leur entrée dans Facebook, c'est une manière de faire famille. Et pour faire famille, il faut faire comme les autres. Donc, je pense qu'il y avait un alignement très dirigiste sur les normes parentales, qui est on ne montre pas des photos de la maison, on ne montre pas des photos de soi, on peut montrer une photo de soi quand on sort de chez le coiffeur, mais pas une photo de soi avec un décolleté, on ne prend pas des gens en amis qui ne sont pas des gens très très proches. Donc, je pense qu'il y a un alignement sur la manière dont les parents utilisaient Facebook, mais que cet alignement n'existait évidemment pas sur la manière dont les enfants échangeaient entre eux sur d'autres réseaux sociaux ou par d'autres moyens. Et les parents n'étaient pas au courant. Si je peux me permettre, Dominique, moi j'ai discuté de ça avec nos étudiants à l'IFP qui sont très très loin d'être tous issus des classes populaires, et c'est exactement ce qu'ils expliquent. C'est-à-dire qu'ils expliquent que parce que moi, par exemple, j'ai pris l'habitude de nommer informellement des délégués de classe en tant que directeur de la licence en L1, L2, L3, et puis de mettre en place un groupe pour échanger indépendamment, de faire une mail list, etc. Et donc, ça fait 2 années de suite que les étudiants disent non, non, on ne fait plus un groupe Facebook, on fait un groupe WhatsApp. Alors du coup, je dis bon, vous n'êtes plus sur Facebook, etc. Et donc, on avait initié une discussion autour de ça, dans lequel il t'expliquait que Facebook, c'était, je te la fais brève, mais Facebook, c'était ringard. La preuve, mes parents et mes grands-parents y sont. Et donc, du coup, il disait, on garde Facebook pour 2 choses. On garde Facebook pour le côté chat, etc., Messenger. Ça, c'est parce que c'est pratique. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas le Facebook en tant que tel, c'est la messagerie qui est associée. Et puis, on garde Facebook pour le lien avec la famille. Et il l'explique comme ça. Ça permet d'envoyer des photos aux parents, grands-parents, ils sont contents, enfin bon, etc. Notamment ceux, par exemple, qui sont de province et puis qui sont à Paris. Et effectivement, ils vivent leur vie pour ce qui était associé à la sociabilité, etc., sur d'autres réseaux sur lesquels, justement, leurs parents ne sont pas. Voilà, c'est-à-dire c'est Snapchat, c'est aujourd'hui TikTok, mais en tout cas, les parents ont toujours un train de retard sur les pratiques innovantes des plus jeunes, surtout à une génération d'écart. Et c'est vrai que rester sur le réseau des parents, c'est une manière de leur dire bah, je vous aime bien quand même, mais moi j'ai ma vie ailleurs. Moi je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que nous avons d'autres questions? Donc Hugo était satisfait de sa réponse. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Moi, je veux bien éventuellement, mais je veux pas. Je t'en prie. Ok, merci beaucoup pour cette présentation que j'ai vraiment extrêmement passionnante. Je me demandais simplement si vous aviez pu faire d'autres observations, même si moins formelles, avec cette crise sanitaire. Voilà. Est-ce que vous avez pu voir des choses émerger là, durant la crise sanitaire sur les réseaux sociaux et des familles? Alors, mon seul site d'observation était que je m'étais inscrite sur la plateforme SOS Racisme FCPE pour l'aide scolaire en Seine-Saint-Denis pendant le confinement, le premier confinement, et que je suivais une jeune élève de seconde qui avait besoin de soutien en histoire géo, SES, anglais, machin, en français. Et elle avait un smartphone qu'elle partageait avec sa plus jeune sœur et sa mère. Donc, j'ai pu suivre de près à quel point c'était injouable, absolument injouable, parce que tout le monde avait un téléphone, mais il n'y avait que 2 smartphones. Il y en avait un que le père devait prendre et l'autre qui se partageait à 3 entre la mère qui travaillait comme infirmière. Et donc, on voyait bien que ces problèmes d'équipement
sont à la clé de beaucoup de choses. Et actuellement, je participe à une enquête qui est menée par la Ligue de l'enseignement. Enfin, je les ai juste aidés à faire leur questionnaire sur qu'est-ce qui s'est passé entre école et parents et enfants pendant le confinement de mars dans le groupe d'HLM là, qui est à la porte de Vanves dans le 14e. Et c'est vachement intéressant parce que on voit très bien que le décrochage, là, c'est que des logements sociaux, beaucoup d'immigrés. Le décrochage, il est aussi lié au problème de langue, hein, que j'avais, moi, pas du tout rencontré dans mon enquête, puisque j'avais pratiquement pas de population d'origine immigrée, et que les témoignages, parce que je suis l'enquête où il y a des milieux associatifs qui ont ouvert des centres, etc., ça pousse plus vers les problèmes de dématérialisation administrative qui se posent aujourd'hui, qui sont énormes, énormes dans ces populations et qui sont très, très loin d'être résolus parce que le fait que l'administration communique par mail avec des gens qui n'utilisent pas le mail. Moi, ma première interviewée, je débarquais, hein, elle m'a dit « j'ai 300 mails que je n'ai pas lus ». Je dis « oh là là, c'est incroyable, elle a une correspondance absolument ». C'était 300 spams parce que c'est que des mails qui servent pour les sites d'achat. Et comme beaucoup de gens de milieu populaire cochent les cases, voulez-vous participer à un sondage pour avoir des bons d'achat, etc. Donc, ils sont bombardés de publicité. Donc, en fait, le mail, éventuellement de la CAF ou de Pôle emploi, il est noyé au milieu d'un océan de publicité hyper agressive. Donc, il y a tous ces problèmes-là qui sont tout petits, hein, qui sont vraiment des problèmes de la vie de tous les jours, c'est le mauvais support de communication, le mail, parce que c'est une adresse commune très souvent. Et puis, quand on se sert du mail, c'est boum, c'est complètement spammé. Et puis, les formulaires de la matérialisation sont absolument déments, quoi. Et en fait, il faut adapter la dématérialisation administrative à l'Internet tactile, c'est-à-dire avec des icônes, avec je ne sais pas si vous avez essayé d'avoir une carte grise en ligne, c'est absolument dément. Bac plus 20, quoi. Donc, je n'ai pas continué là-dessus. Et en fait, pour répondre vraiment à votre question, il y a aussi le fait que moi, j'ai trouvé ça assez déprimant, hein, tout le côté sur la politique dans cette enquête. Et donc, là, je m'oriente vers la partie dont je n'ai pas du tout parlé, mais que j'ai mis en début de livre exprès, parce que ça me remontait le moral, qui est le côté Internet, rapport au savoir, ouverture sur le monde, où là, je voyais des choses qui étaient quand même beaucoup plus positives que cette espèce de violence dans le rapport aux politiques qui était… Moi, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses, hein, mais j'aurais du mal à travailler là-dessus. J'aurais du mal. Ça me déprime, quoi. D'ailleurs, dans cette première partie sur les recherches d'informations, et pour faire un lien peut-être avec la crise sanitaire, tu exprimes justement la manière dont la recherche d'informations sur des questions de santé notamment, mais pas que, c'est un moyen de resymétriser la relation aux experts, c'est le terme que tu emploies, sans forcément remettre en cause leur autorité. Ça, je trouvais que c'était un point qui était intéressant, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on s'informe sur des sujets d'experts sur Internet qu'on va forcément utiliser ce savoir acquis pour contredire les experts. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot peut-être ? Oui, moi j'ai trouvé ça absolument passionnant, cette dimension-là, c'est-à-dire reprendre pied dans l'interaction avec quelqu'un qui est plus formé que soi. Et je trouve que les travaux d'Annette Larot sont super intéressants là-dessus. Annette Larot, c'est une sociologue américaine, elle a étudié les interactions parents-prof dans des réunions à l'école, dans des milieux sociaux très contrastés, et puis les interactions médecins-patients, pareil, dans les cabinets de médecins, et dans des milieux sociaux très contrastés. Et elle parle
d'une déférence subie des classes populaires, c'est-à-dire ceux dans son échantillon où il y avait des gens très, très, très démunis, très, très précaires, etc. Ils se taisent face à l'expert parce qu'ils n'ont pas les mots. Et ce qu'elle montre bien, c'est que cette déférence subie, elle est liée au fait de ne pas comprendre de quoi on parle en face et de ne pas oser dire « j'ai pas compris ». Et elle le montre vachement bien sur les interactions parents-prof. Et il me semble qu'Internet, quand je vois à quel point ces gens, ces aides-soignantes qui font ces 12 heures à la suite, 4 jours par semaine, et qui, en rentrant, vont chercher sur Internet qu'est-ce que c'est le diagnostic de la maladie dont on a parlé pour ma patiente, dont en fait elle fait le ménage autour de son lit, quoi, et l'infirmière ne lui parle pas. Donc il y a une espèce de démocratisation que j'ai trouvé formidable, moi, formidable, et qui permet quand même à des gens qui ne sont pas allés à l'école et qui ont un rapport très compliqué à l'école, parce que j'ai eu aussi bien des gens qui disaient je regrette vraiment, j'ai déconné, que des gens qui disaient j'en ai rien à foutre. Donc c'est pas un rapport simple, ils sont pas tous, ils disent pas tous oh l'école j'aurais dû en faire plus long, quoi. Certains oui, d'autres non. Mais en tout cas, Internet c'est vraiment une source, une ressource tellement grande pour arriver en sachant ce que veulent dire les mots, qu'on ne comprend pas, sans avoir à le demander. Et moi, ce qui m'avait frappé, c'est cette femme qui m'avait expliqué, bon, ben, elle faisait très souvent, les mômes y reviennent, ils ont un truc à faire pour l'école, pouf, toute la famille se met sur la tablette pour aider à faire l'exposé ou chercher le renseignement, etc. Et avant, cette femme me disait, ben, je lui disais, je ne sais pas ce que c'est, tu demanderas à la maîtresse demain. C'est humiliant, en fait, de dire je ne peux pas te répondre, je n'ai pas les capacités, il n'y a pas de bibliothèque autour. Donc, il y a ce truc où c'est quand même des lieux qui ne sont pas équipés culturellement à la campagne du tout. Donc, les bibliothèques, ça n'existe pas, c'est beaucoup trop loin, quoi. Donc, Internet, cette espèce de bibliothèque à domicile, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et c'est vrai que cette resymétrisation, bon, ben, aujourd'hui, moi, j'essaie de l'ouvrir sur, en fait, aussi, en gardant ce fil d'un passage de l'écrit à l'image, hein, parce que aussi les choses qui s'apprennent sur YouTube, sur les chaînes de médiation, de vulgarisation, etc., c'est énorme aujourd'hui. C'est un continent entier qui sert de ressource. Alors, on a beaucoup pensé que c'était que les jeunes qui préféraient s'informer sur des sujets comme ça, et puis plutôt des jeunes en profil de décrochage, l'école ça les emmerde, etc. Et ils trouvent ça plus sympa, le YouTuber, le ton YouTube, etc. Mais en fait, c'est pas que ça, hein. C'est vraiment, il y a tout un pan d'Internet qui est sans doute plus sympathique que l'autre. Mais bon, j'essaye de jamais avoir de jugement moral, sinon je serais devenue folle avec la télévision, mais sans avoir de jugement moral, c'est sûr que c'est pas très facile de travailler sur des trucs un peu glauques, quoi. Ben, vous en savez quelque chose. Josiane avait une question. Josiane, si tu veux prendre la parole. Si tu es toujours là. Oui, je suis toujours là, mais... Salut Josiane. Salut Dominique. Bon, on a déjà beaucoup parlé de ton livre que j'adore de toute façon. Mais là, vraiment, j'ai été intéressée parce qu'il y a des points, disons, qui sont devenus plus évidents pour moi ou sur lesquels j'étais un peu passée peut-être. Et donc, moi, je trouve que vraiment ton travail montre l'importance, combien c'est, disons, de travail sur ces classes populaires. On en manque terriblement. Il y a plein d'entrées. La dernière entrée dont tu viens de parler, qui est effectivement la désintermédiation quelque part, hein, disons qui est à travers l'Internet de l'accès à des ressources savantes, entre guillemets, mais qui permet effectivement de développer sa curiosité et d'éviter effectivement de se sentir diminué, infériorisé par rapport à des experts en face à face. C'est extrêmement important. Enfin, ça, c'est un des axes, comme tu dis, c'est un des axes positifs. Et pour revenir là à ton intervention sur ce côté familial,
familialiste, disons, des usages de Facebook. Moi, je trouve qu'il y a des liens évidemment avec les enquêtes antérieures qu'on ne fait plus beaucoup sur le téléphone. Hein, disons les usages du téléphone, où on voyait effectivement, quand on comparait les différentes couches, classes sociales, que l'importance de la famille, disons, dans les échanges téléphoniques au sein des couches populaires. Donc, quelque part, c'est comme s'il y avait une déportation, disons, à travers effectivement Facebook, enfin, les réseaux sociaux, de pratiques antérieures. Et là, moi, je me pose, est-ce que, ma question, c'est par rapport à la sociabilité, donc cette sociabilité au sein de la famille élargie, parce que ce n'est pas uniquement la famille nucléaire, hein, c'est vraiment la famille énergie. Est-ce que tu as des informations? Quelle est la place aussi, disons, dans ces familles, du rôle de la télévision, disons, et comme tu parlais évidemment du rapport aux politiques, je ne sais pas si tu as des réponses. Est-ce qu'ils regardent par exemple les journaux télévisés où effectivement qui peuvent alimenter, disons, tous ces discours sur les cas sociaux, les migrants, etc. Donc ça, c'est un des points. Donc, leur relation effectivement à l'information en dehors de l'accès à Internet. Voilà, comment s'informe-t-il? Bon, je pense que les journaux locaux ne sont plus énormément lus, mais peut-être, enfin, disons la presse quotidienne régionale. Et autre question, c'est dans leur sociabilité. Est-ce que finalement leur sociabilité de visu, de face à face, ce sont essentiellement des réunions de famille, voilà, ou est-ce que finalement, de temps en temps, ils ont, disons, des rencontres amicales qui débordent la famille, qui serait, disons, une forme d'ouverture, voire de confrontation avec des opinions différentes. Super. Sur, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est bien que tu me le rappelles. Il y a des appropriations familialistes de tous les outils, le téléphone, la télévision. Et Hogarth, en 70, il a fait un truc marrant. Il est revenu sur les deux nouveautés par rapport à Uses of Literacy. Donc, il dit il y a deux choses qui sont arrivées dans les foyers ouvriers, l'automobile et la télévision. Alors, il dit la télévision, waouh, elle s'est inscrite à la seconde dans le cadre familialiste. C'est des textes qui sont pas traduits, il faudrait les traduire, qui sont tout de suite trouvé sa place. Et Himmelweit, tu t'en souviens, on participait à cette enquête, Himmelweit décrit exactement la même chose. Elle dit, une fois qu'il y a eu la télévision dans les foyers ouvriers anglais, les hommes ont cessé d'être tout le temps au bistrot, au pub, et ils étaient beaucoup plus à la maison. Donc, appropriation hyper familialiste. Mais il montre ça aussi pour la voiture. Il dit, les ouvriers se sont achetés des automobiles. Mais ils ne s'en servent pas du tout comme les autres. En fait, ils partent avec leur automobile, ils emportent un pique-nique et ils pique-niquent dans la voiture. Ils ne sortent pas de la voiture pour aller visiter des trucs, etc. C'est comme un salon mobile. Et c'est vrai, c'est toutes les photos de Martine Parr sur les rangées de bagnoles en Angleterre, sur les plages de Brighton ou autres, où tous les gens sont dans leur voiture, ils écoutent la radio dans leur voiture, quoi. Pour répondre à tes deux questions, oui, la télévision continue de jouer un rôle, mais massif. Et d'ailleurs, c'est un truc très intéressant du travail de Boyat Géant que je citais en fin de présentation, c'est qu'il montre que le rôle de la télévision chez les jeunes de milieux populaires pour s'informer est majeur, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux à vivre encore chez leurs parents ou à y aller très souvent. Et donc, ils continuent d'avoir des routines informationnelles qui sont très, très liées à la télévision. Alors, ce qu'on m'a un peu décrit, moi, dans les entretiens, d'abord, j'ai tous mes entretiens à domicile, la télé était allumée et on me disait, je ne la regarde plus. Donc, ça, c'est le grand classique, mais il y avait toujours la télévision allumée et toujours personne qui la regardait, en fait. Et je sais que la télévision est allumée pendant les repas, donc il y a encore ce principe journal télévisé. Il y a beaucoup de radios.
à la campagne, parce qu'il y a beaucoup de trajets en voiture, donc il y a beaucoup de radios. Pas du tout de presse, mais c'est fini, même la presse régionale. En fait, c'est la presse locale, c'est-à-dire la presse des bleds qui devient... il n'y a absolument aucune information, ni nationale, ni internationale. Donc, c'est presque comme si ça avait encore descendu, tu vois. Et en revanche, la radio est très importante. Et la télévision est toujours présente. Et puis, il y a tous ces gros titres qui arrivent via le mur Facebook, et on lit beaucoup les gros titres. Donc, ils sont au courant de tout sans jamais lire d'articles. En fait, il n'y a pas de lecture d'articles de presse, mais il y a une sensibilisation aux gros titres de la presse qui est quotidienne, du coup. Et ça c'est un peu la première chose. Ce sont des gens qui sont beaucoup informés via Facebook et les gros titres, en fait, et la radio. Et sur la sociabilité, il n'y a pas que la famille, parce qu'il y a la sociabilité locale. C'est beaucoup les maris des femmes que j'ai interviewées. Très souvent, ils sont entraîneurs du club de foot, ils ont créé un club de pétanque. Donc, il y a de la sociabilité locale autour d'activités sportives pour les enfants, mais aussi d'activités de loisirs pour les adultes. Il y a des fêtes locales. Donc, il y a le voisinage est peut-être la forme de sociabilité extrafamiliale la plus développée, quoi. Avec, par exemple, une fois que j'avais compris ça, j'ai demandé est-ce que votre voisine elle est en amie sur Facebook. Ah non, non. Alors Facebook, c'était la famille. D'accord. Merci beaucoup. C'est très éclairant sur leur représentation du monde. Ouais. Et je rebondis sur cette question avec sur la télévision. Il y a un passage dans le livre aussi sur l'uniformisation des intérieurs, avec le fait de consommer des émissions de télé-réalité sur la décoration, etc. Et que tout ça ou sur l'habillement, et que tout ça va s'articuler à des pratiques justement numériques liées au fait de flâner sur le bon coin, ou des achats de seconde main, etc. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire deux mots justement de ces pratiques de consommation qui s'articulent à la télé? Alors, et ça, je trouve que le livre de Masclet est vachement bien. Et il y a au moins un de ces ménages enquêtés qui est très archi branché sur les émissions de déco sur les chaînes de la TNT. Et alors, moi, quand j'ai commencé mon enquête, on part toujours en enquête en ayant plein d'a priori. Je me disais, à la campagne, Internet, ça permet d'acheter des choses qu'on ne trouve pas sur place. Et en fait, d'abord, je me suis trompée. Ça permet d'acheter des choses qui sont moins chères. C'est la réduction du coût qui est le vrai moteur. En revanche, j'ai été totalement surprise. Mes 10 premiers entretiens qui étaient dans la région centre, j'ai eu la chance de pouvoir les faire à domicile à chaque fois chez les gens. 10 entretiens, 9 cuisines américaines, des canapés à la scandinave avec des coussins de couleur, pas un meuble rustique. Je me suis dit, waouh. Et alors moi, j'étais un peu partie, genre parisienne, genre des grosses armoires normandes, etc. Ben, pas du tout, du tout, du tout. En fait, c'était archi-moderniste comme décor. Et c'est sûr que ce sont les décors qui pullulent dans les émissions de Déco & Co, etc., où le style scandinave est devenu la norme de la télé-réalité sur les émissions de décoration. Donc, le meuble rustique et le buffet normand, tout ça, c'est vraiment que décrivait pendant des pages Olivier Schwartz en expliquant qu'on s'endettait pendant des années pour s'acheter un salon normand ou un salon breton, etc. C'est complètement fini, quoi. Donc, c'était vachement intéressant et ça montre aussi, rien que cette histoire de cuisine ouverte, je trouve que ça montre vraiment aussi cette aspiration des femmes à plus être enfermées dans le rôle domestique dans une pièce à part. Hein. Il y a un petit article dans Actes de la recherche
je ne me souviens plus du nom du chercheur, mais qui est sur la cuisine ouverte dans la construction de logements sociaux dans la région de Lyon et la réticence en fait. Et lui, c'est une population immigrée qu'il étudie, qui accède donc à ces logements sociaux. Et on voit très bien que eux, le fait qu'il y ait un endroit séparé où la femme officie et un endroit où il y a les invités, ça reste vachement important que ce soit complètement séparé. Donc les gens qui s'installent dans ces logements demandent à ce que la cuisine soit fermée. Et je pense que cette sorte de cuisine ouverte, il y aurait de quoi faire un livre entier, en fait, pour comprendre qu'est-ce qui se joue derrière, c'est sûr. Donc, la déco intérieure, oui. Il y a aussi le fait que j'en ai pas parlé, mais comme il reste quelques minutes, il y a cet achat vertueux qui est le Bon Coin, qui est assez intéressant. Une partie des gens que j'ai interviewés, ils venaient de familles très, très nombreuses et pour certains, familles très pauvres. Et ils avaient parfois l'humiliation de récupérer des vêtements de gens qui avaient plus d'argent qu'eux, ou d'aller dans des endroits associatifs où on donnait des vêtements. Et là, le Bon Coin est vécu comme un système où c'est doublement vertueux parce que si vous regardez les annonces du Bon Coin en province par rapport à Paris, c'est assez marrant. En milieu rural, d'abord, il y a des trucs qui se vendent à 2 €. On met une annonce pour un blouson à 1,50 €, des choses pas du tout chères. Et comme c'est géolocalisé, c'est aussi une manière de se balader dans le village. Donc, on entre le code postal, voilà, et on sait qui vend quoi. Et en fait, on connaît les gens. Donc, on sait que machin change de frigidaire, etc., etc. Donc, il y a ce côté flânerie qui plaît énormément. Plein de femmes, en fait, elles vont passer 1 heure sur le Bon Coin en rentrant du boulot pour se détendre, pour voir ce qui se passe, elles disent, pour faire un tour. Donc, en fait, ça remplace le centre commercial, quoi. C'est-à-dire, c'est une manière de se balader. Elles n'y vont pas forcément pour acheter quelque chose. Et elles achètent assez rarement. Mais cette idée qu'il y a pas loin des gens qu'on connaît sans doute qui vendent quelque chose, c'est marrant, puis c'est pas cher. Et puis, personne n'est humilié dans la transaction. Parce que celui qui vend, ça lui fait 1,50 €. Et celui qui achète, ça lui fait un blouson, mais il l'a payé quand même si c'est que 1,50 €. Donc, c'était vraiment intéressant. Et j'ai voulu continuer là-dessus. Et j'avais eu accès aux archives du Bon Coin, parce qu'ils avaient trouvé ça tellement super. Immédiatement, agence de marketing, c'est formidable, nous sommes un marché vertueux, enfin bon, les trucs atroces. Et je suis allée voir ils m'ont ouvert leur courrier des clients, et j'ai regardé, et en fait, c'est que des plaintes sur des escroqueries. Donc, ce n'est pas du tout le sujet qui m'intéressait. Je pensais que j'aurais pu faire un travail sur la sociabilité locale, parce que l'agence de marketing m'avait vendu, on a fait des mariages grâce au Bon Coin, et vous ne pouvez pas savoir le nombre de couples qui se sont créés grâce au Bon Coin, etc. Donc, je m'étais dit, il y a peut-être quelque chose à faire, mais en fait, non, c'est les 1001 façons de se faire escroquer en ligne. Alors, si quelqu'un veut faire une thèse là-dessus, il y a un beau matériau là. Merci Dominique. On a le temps pour une dernière question peut-être, si quelqu'un veut prendre la parole. Non, personne? Bon, on va s'arrêter sur les vertus du Bon Coin. Merci. Ils sont pas si vertueuses que ça. Merci beaucoup Dominique, en tout cas, c'était vraiment très super sympa de intéressant. vous revoir tous, Arnaud, Romain, Josiane, je la vois, on se balade ensemble. Et à bientôt.
Ben, merci à toi. Je rappelle que la séance était enregistrée puisque Jaircio da Silva a créé une chaîne YouTube pour le charisme. Je l'ai dit en début de séance, mais si vous êtes arrivé en cours de route, si jamais vous avez posé une question et que vous ne souhaitez pas apparaître, envoyez-nous un mail, comme ça on coupera la question, enfin on fera en sorte que vous ne soyez pas, qu'on ne vous impose pas d'être publié si vous n'en avez pas envie. Voilà, merci beaucoup Dominique. Lucie, je te laisse peut-être annoncer la dernière séance. Oui, merci beaucoup Dominique, un très très grand merci pour ce moment passionnant. Il y a plein de merci dans le chat qui défilent. Et effectivement, la prochaine séance sera le 15 juin. C'est Sophie Noël qui interviendra autour de la réédition de son ouvrage L'édition indépendante critique, engagement politique et intellectuel, qui est publié aux presses de l'ENSIB. Cette séance sera discutée par Rémi Rieffel, donc le 15 juin de 14h à 16h. Et il y aura encore une dernière séance le 25 juin, donc 10 jours après, toujours de 14h à 16h. Et cette fois, on recevra Benoît Lafont pour l'ouvrage collectif qu'il a dirigé, Médias et médiatisation au PUG. Et c'est Arnaud Mercier qui discutera, qui est ici. Merci Arnaud. Et je crois que Rémi était là aussi, donc merci beaucoup. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir été là et au 15 juin, du coup. Recevoir les liens du séminaire. Oui, on enverra les liens. Ouais. D'accord. Oui, on enverra les liens sur le programme. Oui, bien sûr. OK. Au revoir tout le monde, bonne fin de journée. Merci beaucoup à tout le monde.